L'impact du travail professionnel des parents sur la vie familiale est un thème qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il y a 2 ans, j'ai perdu un enfant quand j'étais en thérapie. Et c'est parce que les parents n'ont pas su mettre le pansement qu'il fallait sur le cœur de l'enfant. Je vais commencer par l'histoire. Je suis à l'hôpital général. J'ai le pédiatre qui m'appelle, il me dit, mon petit nom c'est Ndome. Il me dit, Ndondo, il y a un enfant qui va pas très bien là, je fais les examens, rien ne se passe. On a amené l'enfant dans les églises, mais je sens que le problème est plus profond. Est-ce que tu peux t'occuper de cet enfant? Je lui demande, les parents sont où? Il me dit, la mère est fatiguée, elle voyage tout le temps, le père est très occupé, donc c'est la ménagère qui l'amène tout le temps faire des consultations. L'enfant vient me voir, et nous les psychologues, lorsqu'on veut communiquer avec les enfants, c'est par les médecins. Je dis, mon ami, il me dit, oui tata, je dis, je ne suis pas docteur, je suis ton ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, j'ai un petit chagrin tata. Je dis, ton chagrin c'est quoi? Il me dit, j'ai mal au cœur. Mais chaque fois que je dis à papa ou maman que j'ai mal au cœur, ils me disent qu'ils sont fatigués. Ils me ramènent des PlayStation, ils me ramènent des cadeaux. Alors ils ne me parlent pas normalement. L'enfant a dessiné, s'est dessiné lui-même, mais il a rougi le cœur d'un bic rouge. J'ai suis allé voir le médecin, je lui ai dit, va faire des coups-cœurs. Et on s'est rendu compte que l'enfant avait une tumeur dans le cœur. Depuis 7 ans. Il n'avait pas pu parler de ses enfants et c'était déjà trop tard. 2 mois après, cet enfant est décédé. Cette histoire m'a tellement marqué et j'ai touché le fond parce que ça, c'est notre société. Nous sommes dans une société actuellement du culte de l'apparence sans substance, du beau vernis laqué sur de la pourriture. Excusez-moi d'utiliser les termes profonds parce que je touche dans l'intimité des gens. Donc je vais être clair. Il faut que les gens se réveillent. La famille est la première institution divine et physique qui existe. Parmi les institutions qui socialisent un être humain, il y a la famille. Après la famille, il y a l'école. Après l'école, tu as le travail. Après le travail, tu as la communauté. Après la communauté, tu as l'église. Alors, si la famille ne te donne pas les outils, vous aurez des individus qui sont d'apparence bien portants, mais très malades de l'intérieur parce qu'il y a une grosse carence affective. Et ici, je ne vais pas m'attarder parce que beaucoup doivent donner, je vais juste donner les pathologies, les maladies que les gens ne savent pas. Parce que chez nous, les Africains, on pense que les psychologues, c'est l'histoire des Blancs. Le psychologue de l'Africain, c'est le marabout et le prêtre. Excusez-moi. Donc, il y a des pathologies que vous allez avoir ici et que vos enfants vont développer. Vous n'allez pas vous rendre compte que c'est un problème de chagrin d'amour. Et comme toute maladie, elle est difficile à soigner. Donc, on aura comme première maladie, lorsque les parents ne sont pas en présence de leurs enfants. Je vais demander à tous les pères de se lever, s'il vous plaît. Avec votre permission, tous les papas, mettez-vous debout, je vous en prie. Je voudrais qu'on applaudisse très fort les papas. Pourquoi j'ai demandé qu'on applaudisse les papas? Le père est la base. Le père a le dernier mot. La mère a le mot de suggestion. Mais c'est le mot de suggestion qui habille le dernier mot. Donc ça signifie, lorsqu'on dit aux femmes, soyez soumises, soumission. Dans soumission, il y a mission. Ça s'entend que c'est le père qui a la feuille de route. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on les applaudisse. C'est lui qui a le fonctionnement. Donc je vais demander au père que chaque fois que le père n'est pas là, c'est une famille manquée. Père manquant, famille manquée. Donc il faut intérioriser cela. Père manquant, répétez après moi. Père manquant. Père manquant, famille manquée. C'est clair. Le père. Lorsque c'est le père qui donne, la mère nourrit, psychologiquement parlant, je m'explique. Lorsque le père entre dans la maison et que les enfants disent bonsoir papa, et que vous dites à vos enfants je suis fatigué, vous êtes en train de créer des gens qui seront morts de l'intérieur. Ça s'entend que quoi? L'estime de soi et la confiance en soi, qui sont les vitamines de l'état mental, comme nous prenons les vitamines pour le corps, c'est faussé. Et nous savons que dans la construction de l'être humain, il y a un processus bien assis
Mais chez nous, en Afrique, on inverse. Je vais citer les différents processus. Il y a d'abord la construction interne. C'est les parents qui donnent cela, à travers l'amour. Et l'amour pratique. Deuxièmement, il y a la clarification des besoins. Après la clarification des besoins, on a maintenant l'acquisition des compétences. Après l'acquisition des compétences, on a maintenant la reconnaissance des autres. Mais chez nous, on inverse. On commence par quoi? La reconnaissance des autres, l'acquisition des besoins, la certification, pardon, la reconnaissance des autres. On a maintenant l'acquisition des compétences, la clarification des besoins et maintenant la construction interne. Finalement, on est dans quoi? On est avec des robots, puis avec des êtres humains. Ça sous-entend qu'on aura une société malade, famille malade. La société est malade parce que la famille est malade. Et malade, dans malade, on a quoi? Mal aidé. Est-ce qu'on se comprend? Dans le mot maladie, il y a mal aidé. Ça veut dire que ne vous aidez pas. Donc c'est pour ça que j'ai demandé au Père de se lever. N'ayez pas les yeux des pères, mais des lampadaires sur vos familles. Parce qu'après, c'est la délinquance juvénile, c'est la drogue, et c'est tout ce que vous voyez. Sinon, il y aura substitution. Substitution de pouvoir. C'est la télé qui va commencer à éduquer votre enfant. C'est le voisin, ou ce sont les gangs. Je suis psychologue clinicienne, je suis dans l'intimité profonde. Vous pouvez imaginer ce que les enfants me disent au quotidien, c'est parce que je suis tenu du secret professionnel, je m'arrête à un certain niveau. Donc je sensibilise les familles. Sortez ensemble. L'amour, c'est les petites choses. Mon enfant vient, l'école était comment? L'enfant va te raconter des choses incroyables. Ce petit mot, un peu d'amour, et le reste suit. Parce que l'amour pense le cœur dans toute son intériorité. Nous avons besoin d'amour. L'amour manque dans nos familles. Parce qu'une famille qui n'a pas l'amour, vous tombez dans ce qu'on appelle des familles dysfonctionnelles. Parce que ça, vous voyez parfois les frères et sœurs ne s'entendent pas. Parce qu'ils n'ont pas vu les parents les unir. On est dans la matérialité. C'est vrai, on cherche l'argent, mais finalement, on cherche l'argent pour qui? On cherche l'argent pour qui? Parce que finalement, lorsque vous avez cet argent, vous n'avez pas les gens pour porter ce que vous avez tous les jours entre votre calebasse et vous vous reversez. Donc, pour revenir à nos propos sur l'impact du travail professionnel des parents sur la vie familiale, vous aurez des personnes qui ne sont pas construites en gros. Donc, ça va développer ce qu'on appelle l'immaturité de la personnalité. Donc, vous avez des personnes qui ont 40 ans, mais ils ont l'âge mental d'un enfant de 10 ans. Comment il va faire pour construire la voiture de sa vie? C'est pas possible. Je vous remercie. Je suis venue ici pour partager mon expérience de mère au foyer beaucoup plus. Et après avoir écouté la psychologue, j'aimerais vous dire que être mère au foyer, c'est une tâche passionnante et exigeante en même temps. Passionnante parce que vous rendez la vie agréable aux autres et vous vous souciez de leur bien-être, de la bonne humeur et de l'harmonie dans le foyer. Je suis aussi une professionnelle, mais j'ai préféré mettre ma vie professionnelle entre parenthèses. Parce que je me dis, si notre famille est ratée, la société est ratée. La société est comme une chaîne et nos familles sont les maillons de cette chaîne. Donc nous avons comme priorité de nous occuper de nos familles, de faire des projets pour avoir des familles modèles. Et c'est ce à quoi je me suis attelée pendant si longtemps. Ceci demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup d'amour. Et on doit s'y investir aussi beaucoup. Quand je parle de sacrifice, lorsque nous savons comment est-ce que nous courons aujourd'hui tous les jours à la recherche de l'argent, beaucoup ne laisseraient pas tomber des offres alléchantes pour venir s'occuper de la famille. Je l'ai fait. J'ai dit, je parle de mon expérience. Je l'ai fait parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des propositions où il fallait que je bénéficie d'une bourse en Allemagne, où je devais revenir au Cameroun une fois tous les 6 mois.
Ma fille avait 1 an, 2 mois. Initialement partie pour un séminaire de 6 semaines, je me suis retrouvée en train de réfléchir. La dame me dit, va réfléchir et tu me dis avant ton retour au Cameroun. J'ai réfléchi. Le lendemain, je suis venue la voir, j'ai dit, tu sais, je ne peux pas. Peut-être ce sera pour une autre fois. Elle me dit, mais ah bon? Pour la famille, tu laisses passer une autre fois comme celle-là? Je dis, oui. Et elle m'a regardée avec beaucoup de mépris. Elle n'a pas compris. C'était une Allemande. Elle n'a pas compris comment est-ce que je pouvais laisser une offre pour aller m'occuper de la famille. Là, j'étais seule. Je n'ai pas demandé le consentement de mon époux. Pourquoi est-ce que j'ai réfléchi comme ça? Parce que je me suis dit, pendant longtemps, on a bâti cette famille. Et pour réussir, il fallait qu'on implique tout le monde. C'est mon cas. À la maison, je n'ai pas de nounou. Ça veut dire que chacun à la maison a quelque chose à faire. Mon époux aussi. Lorsque nous rentrons le soir, on apprête tout. Ça veut dire vers 15h, 14h, chacun a quelque chose à faire. Maman, je t'aide à faire quoi? Nous sommes à la cuisine ensemble. Chacun sait ce qu'il doit faire. Nettoyer, balayer et la maison, repasser. Mon époux souvent repasse les menus des enfants avant qu'il aille à l'école le matin. C'est lui parfois qui doit, quelqu'un vous mettre les tasses. Et comme ça, c'est plus facile. Il faut aussi une bonne dose d'humilité. Parce que quand je regarde les papas, parfois on pense que le papa, c'est celui qui doit se coucher au canapé et attendre qu'on vienne servir. Et avec ça, la femme supporte tout, elle subit tout. Je me dis, si je n'avais pas eu aussi cette contribution des autres membres de la famille, je n'aurais pas pu dire avec joie que je me sens beaucoup plus mère au foyer. Et puis, lorsque vous êtes avec les enfants, ça soude vos relations, ça vous rapproche. Parce que vous développez beaucoup plus le côté affectif. Vous êtes plus proche de l'enfant. Et pendant ces moments, c'est l'œil de rappel quelque chose. Maman, tu sais, un jour, mon ami a dit ceci. Maman, voilà ce qu'on a fait à l'école aujourd'hui. Ça rapproche beaucoup. Vous créez un cadre dans lequel vous pouvez communiquer sans qu'il n'y ait trop de protocoles. Donc je dis donc, chacun à la maison devrait prendre la famille comme un projet. Parce que nous asseyons tous les jours, on travaille sur les projets, on monte les projets. Mais notre famille, on n'a jamais considéré ça comme un projet qu'on devrait monter. Alors que c'est ça qui est la base de notre société. Lorsqu'on foire une famille, le maillon est foiré dans la société. Et après, nos exclamations, c'est quoi? Le pays ici. Le pays ici, c'est qui fait le pays? C'est nous. C'est nos familles. C'est nos enfants. Si nous ne plaçons pas nos enfants au centre de notre vie, nous aurons tout perdu. C'est tout ce qu'on a de plus cher. Et s'ils sont ratés, nous aussi, on ne pourra pas être heureux au soir de notre vie. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que parfois, il y a ces sacrifices qu'il faut consentir pour sauver la famille. Je dis bien sauver la famille parce que la famille est en danger. Et il faut que tout le monde puisse prendre conscience que si nous ne faisons rien, on aura une société qui aura perdu toutes les valeurs. Aujourd'hui, nos sociétés n'ont plus de repères parce que justement, les parents n'ont pas donné de repères aux enfants. Ce n'est pas une tâche facile parce qu'au moment où tu le fais, les enfants ne vont pas toujours fonctionner comme tu veux ou bien. Donc il faut tout le temps être en train de trouver la nouvelle formule pour que tout le monde puisse mettre la main. Donc pour dire ceci, il faut bien que nous soyons des parents qui savent placer les enfants au centre de la famille pour que plus tard nous ayons une famille, une société telle que nous souhaitons. La société est ce que nous sommes nos familles, ce que sont nos familles. Ça veut dire, la société est comme le miroir, le reflet. Notre société est le reflet de nos familles. Ne rejetons pas la tâche sur les ministères, sur les enseignants. Ça commence à la maison. À l'époque, lorsqu'on faisait les cours de, c'était éducation civique, on disait la famille est la cellule de base de la société. Bon, on répétait comme ça sans trop réfléchir, mais c'est ça en fait. Notre société, la famille devrait être la cellule de base de la société. Et puis on attend beaucoup de nos parents que chacun puisse se dire, si je foire ici, j'aurai foiré toute la société. La société ne se construit pas avec les autres sans nous. Chacun à son niveau met quelque chose. Ça veut dire, si nous avons 1 million de familles, c'est 1 million de maillons.
lorsque ça se casse, on a rompu la chaîne. Il faut bien qu'on soude, on va donc faire comment? Donc il faut bien qu'on y pense. Et qu'on sache que la maman, traditionnellement, doit être cette maman qui apporte toute l'affection, qui met la joie, qui met l'harmonie et qui est toujours là prête à trouver des idées pour que le foyer soit toujours harmonieux. On doit parfois aussi s'oublier soi-même. On doit s'oublier. On doit aimer beaucoup les autres. Et lorsqu'on associe les autres, ils apprennent aussi l'esprit de service. Ils apprennent aussi à se sacrifier pour que nous puissions avoir la société dont nous rêvons. C'est possible ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est quelles sont nos priorités. Si ma vie professionnelle est ma priorité, j'aurais sacrifié la famille. J'ai eu 2 offres, plusieurs. J'ai été à l'Institut pendant 1 an. Mais à l'Institut, quand tu arrivais, on te disait éteignez vos téléphones. Ici, c'est le travail qui passe en premier. Ton enfant est malade, ton papa est mort et tout, tu vas prendre ton téléphone après le cours. Ici, les élèves sont clients et ils sont prioritaires. C'était ça. J'étais stressée. Je devais courir tous les jours pour arriver là-bas. Je n'étais pas épanouie du tout. En un trimestre, mes enfants ont perdu 2 de moyenne sur leur moyenne. Ça veut dire ma fille aînée qui avait eu 13 au premier trimestre est tombée à 11 de moyenne. Les enfants, quand je rentrais, maman, écoute alors un peu ce que je vais te lire. Attends, j'ai dit un peu mon résumé. Tu vois si j'ai fait les fautes. Je dis, ah, laisse-moi, je suis fatiguée. Laisse-moi, je suis fatiguée. Ou alors l'enfant commence à lire. Je m'endors. Je ne faisais plus la cuisine. On était maintenant pâtisserie, yaourt. Je ne pouvais plus faire la cuisine. Puisqu'il fallait préparer les cours. Il fallait courir après l'argent. Il fallait, tu avais peur tout le temps que je vais perdre cet emploi. À un moment, mon époux m'a dit, tu ne trouves pas que le travail là que tu fais, c'est en train de nous détruire. Et à un moment, vous fonctionnez comme un robot. Parce qu'on vous prend dans cet engrenage, vous ne réfléchissez plus. Hein. Vous fonctionnez comme ils veulent. Tu perds la capacité à décider sur ta vie. Maintenant, c'est eux qui te dirigent. Il fallait maintenant... Et j'avais séminaire le dimanche jusqu'à 17h. Je faisais mes messes maintenant à Saint-Marc à 19h. Je ne me coiffais plus parce que je ne pouvais plus me coiffer. De lundi à vendredi, vous commencez le séminaire le samedi, vous finissez dimanche à 19h. À 6h du matin, je dois être en route. Tu es où? Je suis à Bastos. Parce qu'il fallait courir après l'argent. Alors, j'ai dit, à un moment, j'ai rédigé, j'ai dit, je ne peux plus. Elle a dit, mais, dis-moi un peu, les gens rampent pour entrer ici, toi tu rampes pour sortir. J'ai dit que je pars. Je pars. Il me dit que pourquoi? J'ai dit que non, je ne peux plus. Ça n'allait plus. Je ne me sentais plus moi-même. J'étais toujours triste. J'étais toujours en train de courir, j'étais irritée. Et voilà comment je laisse tomber l'Institut. Et puis, dites-vous bien que si à côté, je suis comme je suis, et puis tu n'as pas ton époux qui t'accompagne et les enfants, je ne pourrais pas tenir. J'ai donc eu cette expérience avec ma fille la dernière. Je devais avoir les congés de maternité. Les enfants chez moi sont uniquement au lait maternel. Je devais aller au lycée. J'avais 2 heures de cours tous les jours. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire alors? Je n'ai pas de boulot. Qu'est-ce que je faisais donc? Je disais à mon époux, tu vas trouver 2 heures. Tu vas venir à la maison. Puisque quand tu tiens l'enfant en main, l'enfant dort un peu plus. Je sors de la maison, juste 15 minutes avant mon cours, parce que je ne suis pas très loin du lycée. Je cours au lycée. Je fais 2 heures. Parfois, avant 2 heures, il m'a appelé. Elle a commencé à pleurer. Je prends la voiture. Me voilà en route. Je cours. Je rentre. Je récupère l'enfant, lui part au travail. Quitte à lui de rattraper les 2 heures peut-être après l'heure où il devait arrêter. Donc voilà autant de sacrifices que j'ai eu à consentir, que nous avons eu à consentir dans notre couple pour être là où nous sommes aujourd'hui. Regardez toujours, je dis toujours, le succès ou bien le rayonnement qu'une famille peut présenter lorsque les gens les observent. C'est souvent comme le bout de l'iceberg, parce qu'en deçà, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices, parmi lesquels ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Donc à chacun de savoir et de voir, de rentrer en lui-même. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Après avoir abandonné l'Institut, après avoir refusé l'offre pour l'Allemagne, après, est-ce que c'est pour autant que je suis restée malheureuse? Je dis non. Parce que je crois que j'ai gagné ce qui m'a le plus cher. Vous savez, de cette famille-là. Et chacun devrait réfléchir, ne pas sauter toujours sur la première offre en sacrifiant ce que nous avons de plus cher et se dire, je suis aussi responsable de cette société dans laquelle nous vivons.
Si nous fabriquons des brigands, demain ils se retourneront contre nous. Si nous fabriquons de belles armes, ce sera aussi en notre faveur. J'en ai terminé. Merci. Merci déjà au président de la CDF qui a bien voulu nous convier comme intervenant au cours de cette conférence pour un témoignage. Je vais faire exactement le chemin de Madame la psychologue. Je vais commencer par une histoire. Alors, j'ai des amis et un aîné véritable, quelqu'un de haut placé dans notre pays. Et il essaie de m'appeler, je ne me rappelle plus, c'était un samedi, et il n'arrive pas à m'avoir. Et généralement, on se fixe rendez-vous, on se rencontre, et il me demande où est-ce que tu étais pendant que je t'appelais avec insistance. Je lui dis, mais j'étais au marché. La conversation s'est arrêtée. Vous savez, nous sommes un peuple du regard. Nous fonctionnons avec le regard dit tout. Dans son regard, il y avait le mépris, l'étonnement, et bon, à la fin, j'ai compris que j'ai fait quelque chose de très grave. La chose de grave, c'est quoi? C'est de voir un papa qui va au marché. Vous voyez, c'est des vieux paradigmes qu'on a gardés comme ça. Et ça nous bloque. Nous, les hommes, nous n'arrivons pas à jouer notre rôle. Cette figure de père dont les intervenants tout à l'heure ont beaucoup fait mention. Si je commence par cette histoire, c'est lorsqu'on préparait cette conférence, il était question qu'on essaie de dire sur quoi va s'appuyer notre propos. Et je me suis dit pourquoi pas parler de cette bonne, je vais dire cette bonne organisation entre la vie professionnelle et la vie familiale, surtout à un moment de crise. Qu'est-ce que j'appelle crise ici? Ne voyez pas dans la crise toujours la catastrophe. La crise, ça peut être la maladie d'un des conjoints ou de l'enfant. La crise, ça peut être l'occupation professionnelle de l'époux ou de l'épouse. La crise, ça peut être le décès d'un membre de la famille. Une des crises qui, je crois que si on avait donné un peu de temps à Mme Grossi, elle aurait beaucoup expliqué des choses à ce propos, c'est l'arrivée des enfants dans des jeunes foyers. Vous savez que c'est des crises. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est des crises? Parce que s'il faut, parce qu'habituellement c'est maman qui dort, papa qui dort. Et papa doit se lever dans la nuit pour donner le biberon à l'enfant. C'est pas toujours la chose la plus aisée. Alors, je me suis retrouvé, pour ce qui est de mon cas spécifique, séparé de mon épouse pendant 17 mois. Et il fallait que je reste avec les 6 enfants. Alors, immédiatement, je me suis posé plein de questions intérieurement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, mais c'est simple. On va fonctionner comme une organisation, comme un pays. Quand il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait? On fait une réunion de crise. J'ai fait la réunion de crise avec mes enfants. J'ai dit, voilà, la situation est telle qu'elle est. On ne va pas baisser les bras. On va continuer à vivre comme si de rien n'était. Chacun va s'occuper à une tâche. Du dernier qui a 3 ans à l'aîné qui a 17 ans, chacun avait une tâche et chacun devait la respecter. Avec un point d'ancrage, on avait un point central, c'était de manger ensemble. C'est à ces moments, pour que je ne sois pas coupé de mon milieu professionnel, ces moments sont en même temps les moments où on se parle, où je les écoute. Mon rôle, c'est de les écouter. Ce n'est pas le moment d'être le grand maître qui donne des leçons. Je les écoute et ça me permet de me réajuster par rapport à telle ou telle situation. Je vous livre comme ça mon expérience personnelle. Alors, le premier jour, on se dit, on va manger tous les jours à 17h, à 19h. Et moi, je devrais être au bureau et faire bien mon travail. Parce qu'il ne faut pas que le travail prenne un coup, comme je chasse là-bas et qu'on se retrouve dans 2 problèmes. Il faut être là à 19h. Bon, ils me voient, ils me regardent, ils vont m'observer parce que c'est des gens très dangereux, les enfants. Ils vont m'observer
Il faut que le Saint-Mathieu lui-même il nous prouve qu'il peut être ici tous les jours à 19h. Ils connaissent bien mon organisation. Le premier jour, il me voit à 19h. Le deuxième jour, il va me voir à 19h. Le troisième jour, pour des raisons professionnelles et bien d'autres raisons, parce que j'ai plein d'autres choses que je dois faire, il voit 19h passer et on abandonne la résolution du premier jour. Quand le quatrième jour, je reviens, je leur demande qu'est-ce qui ne va pas. J'arrive à 19h normalement. Le repas n'est pas prêt, chacun est en train de jouer, ils vont dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? Ils me regardent. J'ai compris que c'est parce que je n'étais pas là à 19h que la loi a été violée. Donc vous comprenez un peu. Donc ça, je ne pourrais pas être long à raison du temps qui nous est imparti. C'est de faire comprendre au papa que nous évoluons avec un héritage culturel qui nous fait beaucoup de mal. Qu'est-ce que j'appelle l'héritage culturel? C'est que dans notre société, l'homme est comme un roi. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous êtes assis, vous rentrez, on vous enlève les chaussures. Après, c'est la télé, vous regardez la Champions League. Après cela, c'est vous commencez à donner des leçons, vous grondez. Voilà. C'est de nous ajuster et de se dire qu'un père, s'il peut être une mère, c'est-à-dire de joindre l'autorité avec l'amour dont on parlait beaucoup tout à l'heure. Cela n'empêche de garder aussi fort la relation avec l'épouse. De bavarder tous les jours, et qu'elle aussi, elle appelle à tout moment pour savoir comment ça va et est-ce que tout va bien. Et d'être aussi capable de gérer même d'autres crises qui peuvent naître à l'intérieur, c'est-à-dire de se retrouver avec l'enfant tout seul. Ça ne doit plus être l'affaire où ce n'est que la maman qui a les carnets d'hôpital. Je vous avoue que c'est là que ça m'a rattrapé. Parce que moi, c'est elle qui allait à l'hôpital avec les enfants. J'arrive à l'hôpital, on me demande où est le carnet de vaccination de l'enfant. Je l'appelle encore, il me demande, mais où sont les carnets? Vous voyez, pour ressortir les erreurs que nous faisons et qui peuvent nous rattraper. Donc c'est d'être papa. Et que quand vous êtes au bureau, c'est vrai que le travail au Cameroun c'est 7h30, 15h30, mais avec les responsabilités, on peut se retrouver en train d'aller à des heures au-delà. Mais d'avoir quand même cette étincelle, de penser au sourire de l'enfant, de penser à un besoin que l'enfant peut avoir besoin de moi et de dire j'arrête. Votre patron ne vous dira jamais, monsieur arrêtez. Je ne sais pas s'il y en a qui dans la salle, votre patron vous a dit arrêtez le travail. Il y en a. C'est à vous-même de vous organiser et d'être de très bons travailleurs, parce que quand vous êtes un très bon travailleur, votre patron va respecter votre emploi du temps si vous allez lui présenter la situation. Mais si vous êtes un piètre travailleur, vous voilà dans les problèmes. Parce que c'est aussi ça le pendant de la chose. Donc, papa doit aller au marché. Il faut que les papas qui sont dans la salle sachent que nous aussi on peut aller au marché. Que ce n'est pas seulement l'affaire des femmes. C'est vrai que les femmes vont nous tromper là-bas, mais allons-y. Ce serait un peu dur. Mais soyez capables d'aller le marketing que nous faisons là. Nous sommes de fins négociateurs, hein, tous les hommes. Il faut y aller. De changer les couches des enfants. Ce n'est pas la tâche de maman seulement. D'accord? Et vous ne savez pas le bien que l'enfant a à travers ce contact physique-là. Et vous aussi, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu la chose pendant les étapes de socialisation de l'enfant. Vous allez voir, vous allez passer beaucoup d'enfants comme ça, de temps avec votre enfant. Hein, votre enfant, il n'a pas choisi à naître. Vous ne le touchez jamais. Vous n'allez jamais le toucher. Hein. Et les moments où vous pouvez le toucher, c'est de le langer. Donnez le biberon. Et que sais-je encore? Vous avez des exemples qui sont légion. Je sais que beaucoup de femmes sont en train de bouffer dans la salle, mais c'est un exercice. Vous allez voir tout à l'heure, Chloé va revenir dessus. On a la CDF où on apprend à être parent. L'époque est dépassée où on se disait que c'est spontané. Nos parents n'ont pas eu besoin d'école. Aujourd'hui, on en a besoin. Nous sommes tellement, je vais dire, défaillants en beaucoup de choses. Nous croyons qu'acquérir un doctorat en biochimie ou en chimie nucléaire, ça nous donne déjà la connaissance suprême. On ne connaît pas beaucoup de choses, nous sommes très limités. C'est ce que je voulais un peu partager avec vous, et je crois que vous puissiez un peu nous encourager, les papas qui sont là, peut-être qui n'ont pas encore fait l'expérience des cours d'orientation familiale. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre que même en temps de crise, on peut garder ce lien familial et continuer d'être père. Je crois que les questions vont nous permettre
de répondre aussi à d'autres préoccupations que vous avez soulevées. Je vous remercie pour votre très aimable attention.